Est-ce qu'il est vraiment possible de s'entraîner trop bas en zone 2 ou en endurance fondamentale et est-ce que c'est une bonne idée de planifier ses zones d'entraînement sur la base de sa PMA ou puissance maximale aérobie? Il y a quelque temps, j'ai reçu un email très intéressant d'une des auditrices de la chaîne qui aborde ces points et je voulais lui répondre avec cette vidéo et avec un petit peu plus de détails, notamment avec le Moxie Monitor et comment il fonctionne. Donc voilà les parties importantes de la question. Vous dites qu'en zone 2, on ne peut pas s'entraîner trop bas mais qu'on peut facilement aller trop haut. Les graphiques du Moxie Monitor semblent indiquer le contraire. Il y a la zone Active Recovery en dessous de l'endurance fondamentale. Alors on verra ça ensemble juste après. Leur argument me semble avoir du poids. Active Recovery, c'est quand il y a plus d'oxygène que nécessaire, la courbe remonte. Endurance fondamentale, c'est quand ça reste équilibré, oxygénation maximale. Et d'ailleurs, il existe un plateau plus bas pour l'endurance fonctionnelle. Et haute intensité, c'est quand la courbe s'effondre. Encore une fois, on verra ça en détail juste après. Et ensuite, je n'ai pas de Moxie, mais quand on connaît sa PMA, sa puissance maximale aérobie, on peut établir des proportions avec le cas d'étude du Moxie Monitor, dont la PMA semble être autour de 220 watts. J'ai donc établi mes zones à partir de leur modèle et ça correspond parfaitement à mes sensations. Bref, on peut s'entraîner trop bas et le critère d'oxygénation me semble correct pour pouvoir l'affirmer. Très intéressant et je vais essayer de remettre quelques concepts à plat d'abord avant de répondre à la question est-ce qu'on peut s'entraîner trop bas en zone 2 et est-ce qu'on peut vraiment planifier ces zones d'entraînement sur la base de sa PMA ou puissance maximale aérobie établie par exemple lors d'un test progressif. Et je tenais d'abord à remercier Florence pour cet email et de m'avoir partagé sa perspective et je voulais te dire Florence que si tes sensations sont justes par rapport aux différentes intensités d'entraînement que tu utilises, c'est très bien pour toi et je te conseille de continuer à t'y fier. Mais j'ai quelques réserves sur la manière dont tu as abordé les informations partagées, donc on va essayer de mettre ça au clair ensemble maintenant. Pour commencer, voyons ensemble qu'est-ce que le Moxie Monitor. Le Moxie Monitor, c'est un outil de mesure qui se pose sur la peau et qui va mesurer au niveau des capillaires sanguins, c'est-à-dire qu'il y a un signal lumineux qui est émis dans le tissu. Et pour faire très simple, selon si l'hémoglobine et la myoglobine, qui sont donc les transporteurs d'oxygène dans le sang et dans le muscle respectivement, si l'hémoglobine ou la myoglobine est saturée en oxygène ou non, elle réfracte la lumière d'une manière différente. Et c'est ce que va concrètement mesurer le MOXIE. En gros, il va pouvoir te dire sur 100 molécules d'hémoglobine ou de myoglobine, combien sont saturées en oxygène et combien ne le sont pas. Typiquement, moi j'évalue mes sportifs en utilisant ce protocole 41. Donc c'est un test progressif par palier, 4 minutes d'effort, 1 minute de repos qui va balayer la basse, la moyenne et la haute intensité. Là, on ne parle pas de zone 1, 2 et 3, on parle bien de domaine d'intensité. Donc on a la basse intensité à gauche en vert qui couvre les zones 1, 2, la moyenne intensité au milieu qui va couvrir la zone 3 et 4 et la haute intensité qui va couvrir la zone 5. On reviendra là-dessus juste après. Mais comme ça, tu comprends bien le contexte du test et comment les différents paliers s'articulent. Maintenant, si on regarde ce qui se passe, par exemple, au niveau du lactate sur un test comme celui-ci, eh ben, on va voir d'abord une portion qui est plate, pour quelqu'un de bien entraîné ici, comme mon collègue et ami David. On voit une portion qui est plate, malgré le fait qu'on augmente la vitesse de palier en palier. Ici, on est parti de 10 km/h et on a monté d'1 km/h à chaque palier. On voit que le lactate reste plat, malgré le fait qu'on augmente la vitesse. À partir de, ici, 13 km/h, on voit que le lactate monte progressivement. Et au-delà de 16 km/h, le lactate prend vraiment un tournant vers le haut et commence à s'accumuler très rapidement. Donc maintenant, ce qu'on voit typiquement avec le Moxie sur un test de ce format-là, donc 4 minutes d'effort et 1 minute de repos, ça va être ce genre de tendance. Mais ce n'est pas toujours les mêmes tendances selon le muscle qu'on va mesurer, selon la personne qu'on a devant nous. Et au début quand j'utilisais le Moxie, je ne comprenais pas vraiment pourquoi on avait ces deux tendances différentes alors que le test est le même et les intensités relatives d'une personne à l'autre vont être équivalentes. En gros, on commence de la basse intensité, on passe par la moyenne intensité et on finit à haute intensité. Mais on avait ces deux présentations de tendances différentes. À gauche, on a une présentation un peu plus linéaire où d'abord c'est plat, ensuite ça descend et ensuite il y a de nouveau un replat. Alors que sur la courbe de gauche, on voit que d'abord ça monte, ensuite il y a un replat et ensuite ça descend. Et c'est ce que Florence citait dans son email, notamment cette deuxième présentation du Moxie. Plus tard, j'ai compris grâce à mon collègue Jem Arnold, qui fait énormément de recherches dans le domaine, j'ai compris grâce à notamment ce graphique que selon l'épaisseur du tissu adipeux qui était sous le capteur,
en gros, la couche de graisse qu'il y a sous le capteur va influencer forcément la profondeur à laquelle va le signal lumineux. Si on se dit que, eh ben, disons qu'il y a plus de tissu adipeux sur le premier sujet, eh ben, la lumière va devoir d'abord traverser ça avant d'atteindre le muscle. Donc, concrètement, le muscle il va être mesuré à une profondeur un peu plus superficielle que si on prend l'exemple de quelqu'un qui est très très sec, avec très peu de tissu adipeux. Et là, forcément, le signal lumineux va aller plus loin dans le muscle. Il semblerait qu'il y ait différentes cinétiques de distribution et d'utilisation de l'oxygène dans le muscle. Pour faire très simple, plus on va en profondeur dans le muscle et plus on a une densité mitochondriale élevée et donc plus on va utiliser l'oxygène. Et il semble que ça colle avec ce graphique où Jem avait mesuré sur ses différents participants l'épaisseur du pli cutané de ces participants et on voit que essentiellement plus le pli cutané est épais, et donc plus la graisse sous-cutanée est importante, on peut simplifier de cette manière-là, et plus on voit une courbe que l'on voit rouge ici qui monte, qui s'aplatit, ensuite qui redescend, alors que chez les participants qui avaient un pli cutané plus fin, et donc moins de graisse sous-cutanée, on avait cette tendance plate, descente et plate ensuite. Donc on retrouve ces deux différentes tendances essentiellement selon le muscle que tu mesures ou selon le placement du capteur. Donc on n'a pas nécessairement toujours une augmentation, un plateau et ensuite une redescente. Parfois on voit cette deuxième présentation où d'abord c'est plat, ensuite ça descend et ensuite c'est plat à nouveau. Donc si maintenant on prend la physiologie en fait que l'on mesure grâce à ça, on voit donc le MOXIE qui a ces deux tendances ou ces deux présentations différentes sur le spectre d'intensité et qu'on extrapole ça sur les zones d'entraînement, eh ben on voit que les zones vont être distribuées de cette manière-là. Donc quand moi je parle de zone 2, je parle de la zone 2 sur un modèle à 5 zones ici. Donc on est à basse intensité. Et donc avec le MOXIE, selon le placement du MOXIE, selon les paramètres qui sont sous le MOXIE, eh ben on va soit avoir une courbe qui est légèrement montante, qui indiquerait qu'on est à basse intensité, soit une courbe qui est plate et juste avant la redescente qui notifierait la moyenne intensité. Mais donc pour savoir laquelle correspond pour toi, il faut d'abord évaluer tout le spectre d'intensité et déterminer, OK, mon profil du MOXIE sur mon quadriceps placé sur le vaste externe à ce profil-là. Et à partir de là, tu peux commencer à utiliser les valeurs du MOXIE pour déterminer quelle intensité tu es en train d'effectuer. Maintenant, avant de répondre à la question sur la VMA et les zones d'entraînement, je veux répondre à la première question. Est-ce qu'on peut s'entraîner trop bas en endurance fondamentale? Et à mon avis, non, on ne peut pas s'entraîner trop bas en endurance fondamentale. On a vu par rapport aux données du MOXIE que la tendance va être la même selon si on est en zone 1 ou en zone 2, dans un modèle à 5 zones, bien entendu. En gros, tant qu'on est à basse intensité, la tendance va être la même parce que je te rappelle que si on prend un modèle à 5 zones, il n'y a physiologiquement pas de différence entre la zone 1 et la zone 2. Il n'y a pas moyen de départager ça avec une mesure concrète physiologique. Les distinctions physiologiques qu'on peut vraiment faire, c'est départager la basse de la moyenne et de la haute intensité, et cela avec le MOXIE ou alors le lactate. Mais il n'y a pas de différence entre zone 1 et zone 2 physiologiquement. Après, ce qui va forcément dépendre, c'est la fatigue qui est engendrée et c'est le volume d'entraînement que tu vas pouvoir effectuer. Et forcément, ça dépend du niveau de la personne. C'est-à-dire que si tu n'as pas un niveau élite en sport d'endurance, eh ben, tu vas pouvoir faire de la zone 2 ou de la zone 1 et ça ne va pas changer grand-chose. Par exemple, si ton premier seuil est à 140 watts, eh ben, que tu fasses ta zone 2 à 100 ou à 120 watts, ça ne va vraiment pas changer grand-chose au niveau de tes résultats. Par contre, si tu es un cycliste professionnel et que tu as un seuil 1 à 300 watts, eh ben, forcément, bouger à 280 watts, c'est très très contraignant, même si c'est de la zone 2 théoriquement pour ce sportif. Et donc, typiquement, les personnes qui ont un seuil 1 très très élevé, un niveau d'endurance très très poussé, vont avoir tendance à faire leur séance facile bien éloigné de leur premier seuil. Donc on peut descendre même à 70 ou à 80% de la valeur de son premier seuil pour son endurance fondamentale et ça reste bénéfique, surtout si tu vas sortir plusieurs heures, surtout si tu vas faire énormément de volume dans la semaine. Donc ma réponse, ce serait que non, on ne peut pas s'entraîner trop bas vis-à-vis de cette basse intensité et que essentiellement, plus ton volume d'entraînement à basse intensité va être élevé et plus ton niveau d'endurance est élevé et plus tu vas vouloir pratiquer ta basse intensité loin de ton premier seuil
de manière très très conservatrice pour simplement pouvoir accumuler un maximum de volume et engendrer un minimum de fatigue. Maintenant, qu'en est-il pour la VMA ou la PMA et les zones d'entraînement? Est-ce qu'on peut véritablement déterminer ces zones sur la base d'une PMA? Alors Florence l'a fait et ça fonctionne par rapport à ses sensations et au modèle que Moxie avait présenté, qu'elle cite, mais je vais te montrer pourquoi c'est pas nécessairement la meilleure idée, en tout cas pas pour tout le monde, d'utiliser cette approche par rapport à une PMA et des zones d'entraînement. Ici, on voit deux profils énergétiques distincts, un profil puissant à gauche et un profil endurant à droite. Et on va prendre une PMA référence de 250 watts pour ces deux profils. Et ce qu'on constate, c'est que typiquement, si on prend des cas extrêmes, pour cet exemple ici, eh ben, on va pas nécessairement avoir les mêmes seuils, même si on a une PMA qui est équivalente. Donc pour ces deux profils qui ont une PMA à 250 watts, le profil puissant a un deuxième seuil à 190 watts et un premier seuil à 140 watts, alors que le profil endurant, lui, a un deuxième seuil à 220 watts et un premier seuil à 170 watts. Donc si on parle de zone 2, d'intensité de zone 2 sur un modèle à 5 zones, encore une fois, le profil endurant, lui, devra faire sa zone 2 entre 150 et 160 watts à peu près, alors que le profil puissant, lui, devrait plutôt la faire entre 120 et 130 watts. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Et si le profil puissant prenait le même pourcentage de sa PMA pour faire sa zone 2, il se retrouverait déjà à moyenne intensité, alors que l'intention d'une séance de basse intensité, c'est de rester en dessous du premier seuil. Et sur la partie haute, on voit que la capacité à haute intensité d'un profil puissant est plus importante que celle d'un profil endurant, et on peut le voir sur un autre graphique ici en relation avec la puissance critique qui est donc une manière de déterminer le deuxième seuil. On voit que le profil endurant a un profil beaucoup plus condensé autour de ce deuxième seuil, c'est-à-dire qu'il a un seuil 1 qui est plus proche du seuil 2, mais ensuite il a des performances à haute intensité qui sont plus proches du seuil 2 également, alors que le profil puissant, lui, dans un autre cas, dans le cas contraire, on va dire, à l'exemple endurant du dessous, va avoir un seuil 1 très éloigné vers le bas en pourcentage de puissance critique et va avoir des performances à haute intensité qui sont plus éloignées que le profil endurant. Et ça a à faire tout simplement avec notamment les prédispositions génétiques, typologie musculaire, proportion de fibres rapides, fibres lentes et également ton passé d'entraînement et ce que tu fais actuellement à l'entraînement, bien entendu. Donc si je devais résumer les 3 points principaux de cette vidéo, numéro 1, non, tu ne peux pas t'entraîner trop bas en endurance fondamentale. Après, oui, si tu essayes de faire de la moyenne intensité, zone 3, zone 4, et que tu le fais trop bas, on ne va pas avoir les mêmes résultats forcément, mais tu ne peux pas t'entraîner trop bas en endurance fondamentale. Les effets sont les mêmes, c'est simplement le degré qui va varier selon le volume que tu effectues et selon ton niveau également de développement en endurance, comme je l'ai cité tout à l'heure. Deuxième point important de cette vidéo, les tendances du Moxie peuvent varier d'une personne à l'autre et même d'un placement de capteur à l'autre. Et donc, c'est important de d'abord évaluer ton profil complet pour ensuite déterminer quel est le profil qui te correspond et comment tu vas pouvoir réguler tes séances sur la base de ces informations du Moxie. Et 3, il faut faire attention avec les pourcentages fixes sur une base de PMA ou de VMA en ce qui concerne les zones d'entraînement, parce qu'on a vu que selon ton profil, selon tes prédispositions, selon ton passé d'entraînement, ce ne sera pas les mêmes valeurs pour tout le monde. Et donc, on veut s'assurer d'avoir des zones d'entraînement qui correspondent à notre profil. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le RPE, le ressenti, qui te permet de déterminer si tu es à la bonne intensité. Si tu veux en apprendre plus, j'ai créé un guide gratuit que tu peux accéder en cliquant le lien sur la description et tu auras plus d'infos sur le RPE à la fin de cette mini formation. Voilà, si tu as des questions, je te laisse les poser dans la description et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!